Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Rustica. Depuis sa création et durant 3 ans, Baptiste Saunier a conçu et piloté les jardins potagers du domaine de Chambord. Avec son équipe, il a mis en œuvre et en pratique la méthode du jardinier maraîcher québécois Jean-Martin Fortier. Toutes les étapes, du design permaculturel de la ferme à la commercialisation des légumes, en passant par le travail du sol, les techniques de semis, de plantation ou de récolte, ont fait l'objet de publications régulières dans le magazine Rustica. Pierre Nesman, rédacteur en chef adjoint à Rustica, et Baptiste Saunier détailleront le calendrier de ces travaux et expliqueront la méthode Fortier, véritable source d'inspiration pour toute création d'une ferme maraîchère bio-intensive, profitable et vivable dans ce podcast. Baptiste a travaillé avec Jean-Martin Fortier. Il applique la méthode Jean-Martin Fortier. Et c'est intéressant parce que Jean-Martin Fortier était là hier. Peut-être que certains d'entre vous étaient là et ont pu assister à sa conférence. Hier, il nous a donné un peu sa vision globale, son parcours et sa vision globale. Et ce qu'on a trouvé intéressant aujourd'hui dans le cadre du Salon Permae, c'était d'entrer dans le détail. Et donc de faire témoigner Baptiste Saunier, que je vais vous présenter tout à l'heure, de le faire témoigner parce que Baptiste applique la méthode Jean-Martin Fortier sur différents projets, et notamment les potagers de Chambord. Et donc ce qu'on a trouvé intéressant à Permae avec l'équipe de Jean-Martin Fortier, c'était effectivement d'entrer dans le vif du sujet, dans le concret, de vous montrer concrètement comment cette méthode Fortier, elle est appliquée sur le terrain. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Baptiste. Alors Baptiste a un parcours assez proche de celui de Jean-Martin. Il a en tout cas suivi son sillage. Il a démarré à la ferme du Bec-et-Loing avec Charles et Perrine Hervé-Gruyer. Donc je vous rappelle, Charles est le parrain de cette seconde édition de Permae. Et puis ensuite, je vais tutoyer, tu es parti poursuivre un atelier de permaculture chez Marc Grolimoun, qui a travaillé aussi, qui a apporté son expertise à la création du jardin potager de Chambord. Et puis là, tu es parti de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, pour aller à la ferme menée et conduite par Elliot Coleman. Et puis tu as terminé ton parcours à la ferme des 4 temps. Et là, on te voit effectivement avec Jean-Martin Fortier, ferme des 4 temps, pour apprendre cette fameuse méthode de Jean-Martin Fortier. Et puis retour en France. Et là, Chambord sollicite Baptiste Saunier pour mettre en place les potagers de Chambord. Et donc, dans cette aventure, il y a 2 étapes. Il y a une première étape, 2018-2019, qui est une étape dédiée à un potager de 5000 m² à l'intérieur des écuries de Saxe, qui est un petit potager clos. Et puis la deuxième étape, importante, 5 hectares, beaucoup plus conséquente, qui a nécessité des investissements beaucoup plus importants, une mise en œuvre beaucoup plus conséquente. Et donc, c'est Baptiste qui a piloté à la fois les équipes, la structure, l'organisation, le design de tout ce potager de Chambord. Et donc on va suivre ce parcours. Alors nous, ce qui nous paraissait intéressant à Rustica, on a suivi pendant 1 année Baptiste. Ça faisait partie de la ligne éditoriale du magazine Rustica, de se dire on va voir comment la méthode Fortier est appliquée sur le terrain. Donc tous les 15 jours, on avait un entretien avec Jean-Martin Fortier et avec Baptiste. Jean-Martin nous donnait les grandes lignes directrices de sa vision des choses, et Baptiste, lui, nous donnait sa vision pragmatique sur le terrain. Et donc tous les 15 jours, les lecteurs du magazine Rustica ont pu suivre les travaux d'évolution du projet de Chambord tous les 15 jours avec ces rubriques qui paraissait. Et aujourd'hui, évidemment, alors le magazine n'est plus, puisque c'était un hebdomadaire, il n'est plus ni en kiosque. Alors ceux qui sont abonnés ont peut-être la chance de l'avoir. Et on a décidé avec Rustica de réintégrer dans un dossier du Rustica Pratique tout l'ensemble, toute la synthèse donc de cette année de culture, d'interviews, de témoignages, d'expertise.
Et donc ce Rustica Pratique est encore en vente aujourd'hui dans les kiosques. Il est également en vente ici à la boutique Rustica. Et donc on a resynthétisé tout le parcours de Jean-Martin Fortier qu'on aperçoit ici avec la ferme de la Grelinette. On est ici à la ferme des Quatre Temps. Et on aperçoit la poursuite de cette méthode Fortier qui va à Chambord, s'installer à Chambord et qui aujourd'hui se poursuit. On le verra tout à l'heure. Baptiste, si tu as sur ton parcours une petite observation avant qu'on aborde le principe de la méthode Fortier. Oui. Bonjour à tous. Pour compléter mon parcours, c'est assez rigolo parce que je suis parisien de naissance, de famille basque-bretonne, c'est-à-dire que même les personnes qui sont nées dans le bitume peuvent devenir des jardiniers. Et puis ancien restaurateur, voilà, sur Paris. Et c'est en fondant mon dernier restaurant, passionné par la gastronomie, que j'ai voulu faire un jardin pédagogique et nourricier, ce qui m'a amené à une reconversion professionnelle. Très bien. Et donc voilà, donc le principe de la conférence, il s'inspire très fortement de nos rubriques qui ont été diffusées dans le magazine Rustica. C'est-à-dire que on s'est dit, pour être très cohérent, très pragmatique, eh bien, on va suivre la création d'un potager depuis le design permaculturel, le design de cette ferme, jusqu'à la vente des légumes. Et donc, tout au long des mois de l'année 2021, on avait ce fil conducteur qui était assez cohérent, qui permettait à la fois aux jardiniers amateurs, mais aussi à des porteurs de projets, de pouvoir voir comment une ferme se met en place progressivement. Et ça permettait aussi de suivre les travaux de saison. Donc, on a calé à la fois les travaux de mise en place, mise en route d'une ferme en permaculture, et puis les travaux de saison. Et donc c'est un petit peu sur cette trame-là qu'on va développer cette conférence, en démarrant effectivement par d'abord le principe, le concept, c'est la méthode Fortier. Alors la méthode Fortier, c'est, Jean-Martin le disait en début de semaine, 1 hectare, pouvoir faire vivre à la fois une famille d'exploitants, enfin un exploitant, sa famille, et quelques salariés, 2 ou 3 salariés autour, et un chiffre d'affaires d'environ $150 000, je crois que c'est ça sa référence. Alors, il y a plein d'autres choses, et Baptiste, là, tu vas nous expliquer un peu les grands principes de la méthode Fortier, parce qu'il y a des techniques, il y a des outils, il y a des procédés, il y a des processus, tout ça, c'est extrêmement précis, réfléchi, et tout tourne aussi, évidemment, autour de l'humain, c'est-à-dire l'exploitant, la relation entre l'exploitant et son environnement, l'exploitant, sa famille, ses salariés, ses clients également. Alors, Baptiste, je te lance quelques principes de la méthode Fortier. Je pense que déjà, il faut revenir à ces fondements, qui est important. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça a été créé lors du 19e siècle par tous les agriculteurs qui travaillaient sur la petite ceinture autour de Paris pour nourrir Paris. Donc, ils travaillaient sur des surfaces de 5000 mètres carrés, un peu plus d'un hectare. Et on avait une agriculture qui était déjà circulaire, parce que les légumes allaient à Paris pour nourrir les concitoyens, mais ils revenaient avec la calèche, avec la matière organique, avec le fumier. Donc, on était déjà dans une agriculture vertueuse. La méthode bio-intensif, elle a des intérêts très forts. C'est des petites fermes qui sont autour d'1 hectare. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un foncier assez facile. L'idée est de standardiser ces jardins. Donc, on a plusieurs blocs de culture. Dans chaque bloc de culture, il y a des planches, là où on va faire pousser les légumes. Et l'idée, c'est de trouver ce standard pour que tout soit facilement organisé et pensé. On parle souvent de design. L'idée, c'est de mettre une ferme en ergonomie pour qu'elle soit efficace pour une agriculture non mécanisée. Et un des deuxièmes fondements, à part de standardiser ces jardins, ça c'est important, c'est que comme on peut se passer de la mécanisation, on peut densifier les cultures et avoir des rendements très serrés, très productifs, avec très peu de travail du sol. Donc on va vraiment aggrader nos sols, protéger la biodiversité et avoir des actions assez rapides qui sont faites par les humains. Donc c'est aussi une agriculture qui va pouvoir employer du monde et avoir une vraie dynamique de territoire. Et puis la troisième, et c'est là où je pense que Jean-Martin a eu une influence très forte, c'est comment on crée une stratégie, une organisation autour de tout ça, et c'est la planification des cultures qui nous permettent d'avoir des rotations, des successions de familles de légumes
mais surtout d'optimiser le temps et l'espace et de gagner en performance. Voilà les 3 piliers de la méthode bio-intensive. Très bien, alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est la conception d'une exploitation maraîchère bio-intensive. Ça commence par ce qu'on appelle le design d'un jardin maraîcher. Le design, on va faire un plan, c'est la base. Et à partir de ce plan, eh bien, on va évoluer au fil des saisons. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc la méthode de Jean-Martin Fortier, elle part de cette base-là. Et c'est ce qui a eu lieu à Chambord. Alors Baptiste, à Chambord, on voit, alors déjà il y a 5 hectares, c'est 5 fois ce qu'on évoquait, cette échelle, cette notion d'échelle de Jean-Martin Fortier qui part sur 1 hectare. On a 5 hectares, mais c'est le même principe lorsqu'on est sur 1 hectare, 2 ou 3 hectares. Et alors à Chambord, j'imagine qu'il y avait quand même des contraintes historiques, puisqu'on est à proximité d'un site historique. Est-ce que ça a été facile de combiner la permaculture, la bio-intensivité d'une exploitation maraîchère avec justement ce monument historique? Non, c'était pas facile pour répondre à la question. Après, c'était très intéressant. On avait une ligne directrice et on voit sur le dessin l'allée royale des tilleuls. Et donc, on a dû vraiment organiser les jardins par rapport à ce contexte historique. L'intérêt, c'est qu'on avait un directeur général qui venait d'être papa de 2 jumeaux, donc il a été vraiment très concerné par cette problématique alimentaire et il a osé mettre au pied du château de Chambord, en parallèle, des jardins à la française, qui sont vraiment des jardins ornementaux. Et là, il a mis des jardins nourriciers. Donc on est passé sur une autre étape, mais il y a des contraintes qui sont liées au patrimoine, au paysage, et il a fallu adapter la méthode. Voilà. L'idée, c'était de faire un design de jardin maraîcher, mais s'inspirer vraiment des principes de la permaculture. Donc comment rendre un lieu écologique, productif et ergonomique pour que l'humain puisse travailler. Donc sur ces 5 hectares, il y a 2 hectares selon la méthode de Jean-Martin Fortier. Il y a aussi de l'arboriculture, du petit élevage, de l'apiculture. Donc il y a un modèle qui est un peu plus intensif, qui a beaucoup d'interventions humaines et des parties qui sont un peu plus sauvages, comme la permaculture nous l'apprend. Voilà, mais ça a vraiment été pensé avec un système quasiment fermé d'eau. Et l'idée, c'était comment on utilise le moindre ressource possible sur une agriculture qui demande quand même beaucoup d'intervention. Mais c'était quand même la base. Et ça, j'aime le rappeler parce qu'on a eu un peu des spécialistes, dont un designer, Alexandre Guertin, qui est spécialiste en permaculture et sur lequel on a travaillé vraiment là-dessus. Alors ce qu'on peut voir, on le voit, le dessin, enfin le plan vue aérienne du potager de Chambord. Alors, ce qu'on peut préciser, Baptiste, c'est l'organisation des plates-bandes ici. Il y a des haies fruitières avec un peu le principe de l'agroforesterie, alternant avec des principes de plates-bandes, c'est ça? Oui. Donc là, on voit des jardins successifs. On est vraiment dans la méthode du maraîchage bio-intensif, la méthode dite Fortier. On va définir des standards de jardin. Donc à Chambord, tous les jardins faisaient 15 mètres par 15 mètres. Il y avait 12 planches de culture qui ont la même largeur. Et donc l'intérêt d'organiser ces jardins comme ça, c'est que chaque ligne d'irrigation, les voiles pour protéger du gel, les voiles pour protéger des insectes, sont dimensionnés et peuvent aller dans n'importe quel élément du système. Et puis, parallèlement, ça nous permet de devenir productif et d'avoir une unité de mesure. Donc la planche qui est à la base, le substrat, les éléments nutritifs pour nos plantes, et ben on sait que sur une planche de 15 mètres de long, c'est-à-dire 12 mètres carrés pour nous, on va pouvoir récolter 120 bottes de carottes, implanter 450 fenouils. Et donc sur cette petite agriculture, on va être capable, avant de commencer la saison, à dimensionner le nombre d'employés qu'il faudra, le nombre d'outillages, la fertilisation, le nombre de plants qu'il nous faudra. Et donc, on vient sur une agriculture très intelligente, très ingénieuse. Et on voulait absolument qu'il y ait un système agroforestier. Donc, on a intercalé soit le maraîchage avec l'arboriculture,
soit le maraîchage avec de l'élevage. Et ça, c'était important pour nous, pour cette quête un peu d'auto-fertilité, qui est quand même très dure à trouver dans ce modèle agricole. C'était comment on pouvait faire intervenir l'animal pour fertiliser nos sols naturellement. Alors on vient de voir effectivement la planification en point 2, effectivement c'est ce qu'évoquait Baptiste, une planification, une organisation, une stratégie extrêmement précise. Donc en fait on a vu le design permaculturel, c'est l'organisation de cette exploitation. On n'a d'ailleurs pas parlé des bâtiments. Les bâtiments, Jean-Martin Fortier insiste beaucoup pour qu'ils soient au cœur de l'exploitation et qu'il y ait le minimum de trajets, de transport, de déperdition, de perte de temps finalement entre les lieux de culture et les lieux de récolte, de conditionnement, etc. Oui. C'est très important pour l'ergonomie du travail, mais aussi en permaculture, on parle de la zone zéro, l'humain. Et donc, c'est là où va se faire toute la stratégie, mais c'est aussi où on déjeune, où il y a nos outillages, les salles de briefing. Et donc, cet élément, donc le poumon, le cœur intensif de la ferme, doit en général être centré. On n'a plus de véhicules, donc il faut qu'on puisse aller à n'importe quel endroit de la ferme avec le même temps. Voilà. Alors voilà, donc on a vu l'organisation, la planification sur le terrain de cette ferme bio-intensive. Et là, tu parlais tout à l'heure effectivement de la planification des cultures. Et là, il y a une véritable stratégie qui est mise en place. Elle se fait en général en hiver, pendant le repos à la fois du maraîcher, mais aussi de la végétation. Et c'est à ce moment-là que vous mettez en place cette chronologie, cette utilisation du terrain. Je vais te laisser le développer. Et pour cela, vous êtes aidé par l'informatique. L'informatique a une part importante dans cette mise en route de la planification des cultures. Oui, on le voit bien, et puis je ne peux pas dire l'inverse, parce que en bas à droite, ça me trahirait. Il y a une belle photo avec un ordinateur. C'est très, très important de planifier, parce qu'on va cultiver à peu près 50 légumes. Il y a une année, c'était 175 variétés. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Et en été, on sait qu'un agriculteur est souvent surchargé. Donc, on veut gérer la complexité par cette planification. Et surtout, ce que nous, on appelle, c'est une décharge mentale. C'est-à-dire qu'on va faire cette stratégie en hiver, on va programmer la saison pour s'assurer que notre plan fonctionne et qu'on n'ait plus qu'à penser à cultiver nos légumes en été. Donc il y a 5 grandes étapes. Ça va être vraiment analyser l'année précédente, où on a été performant, sur quel marché, quels sont les leviers à activer. Et puis on va raconter l'histoire de chaque légume, quand c'est qu'ils doivent aller au marché, sur quels canaux de distribution on veut les représenter. Est-ce que notre commercialisation, on est plutôt en direct des restaurateurs? Alors, il nous faudra plein de variétés, des légumes un peu moins connus. Est-ce que on fait que de l'AMAP ou du marché? Il nous faudra des légumes qui sont les légumes courants, la tomate, la carotte, la salade. Et puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est regrouper ces légumes en acronymes. Donc, on a par exemple le BOF, qui est betterave, oignon, fenouil. Et le betterave, oignon, fenouil, il va avoir le même temps d'occupation au champ, le même besoin en eau, le même besoin en fertilisation. Et peut-être il va avoir un traitement spécial contre un ravageur ou une maladie. Et donc, on va gérer notre complexité en regroupant les légumes ensemble. Voilà. Et puis, quand on a fait ces acronymes, on va voir ce qu'on voit sur l'ordinateur. C'est faire une espèce de map, une cartographie, qui nous permet de mettre 3 à 4 cultures sur une même planche de culture. Voilà. Et de cette cartographie va finir la stratégie finale, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'on ait la place de nos ambitions. Et on finit par une étape qui est indispensable, que nous on appelle le magasinage, c'est-à-dire commander ses semences, ses consommables pour le marché, les pièces manquantes pour l'irrigation. Et donc on va faire rentrer tout ce magasinage avant le début de la saison. Du coup, on n'a plus qu'à penser à être performant, productif, et puis accessoirement le soir aller se reposer parce qu'on a eu des dures journées au soleil.
Parfait, donc on a vu planification sur l'ordinateur, effectivement, avec c'est un peu Tetris. Et alors moi j'ai vu ça, c'est assez impressionnant parce que tout s'imbrique. Hein. Vous savez, quand se termine une culture, il faut la récolter. 3-4 jours après, toc, on relance la culture suivante. Et c'est justement ça, l'astuce de la méthode Fortier qui fait que cette méthode est viable, c'est qu'il va y avoir un enchaînement finalement de cultures, d'étapes de culture, et tout ça c'est parfaitement anticipé. Donc planification des cultures, et puis un élément extrêmement important sur le terrain, c'est le sol, la terre, hein, qui finalement va recevoir ces plants de légumes. Et alors là, une des stratégies, une des politiques de Jean-Martin Fortier, c'est le travail minime du sol. On travaille le sol au minimum. Alors, Baptiste, ça consiste en quoi ? Il y a deux grands intérêts. Le premier, en fait, c'est que la microbiologie du sol, qui sont en fait nos travailleurs, donc je pense aux vers de terre, mais aussi aux bactéries, aux champignons, aux levures, ils n'aiment pas être dérangés. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui intervenait pendant le sommeil à ouvrir le rideau, fermer le rideau, ouvrir le rideau. On préfère être dans le noir et tranquille, pas voir la porte qui s'ouvre. Donc eux, c'est pareil, ils aiment pas, ils aiment l'obscurité, la chaleur et l'humidité. On veut les laisser dans un environnement qui est le leur. Donc on veut pas de retournement. Ce qu'on nous a appris pendant un certain nombre d'années, c'est le labour. Nous, on veut pas labourer, on veut pas inverser les couches du sol. La microbiologie trouve son élément et son environnement favorable à différents niveaux du sol. Donc en le retournant, on va les exposer à des climats qu'ils n'aiment pas. Et puis, les travailleurs, et comme on peut le voir sur la photo avec la grelinette, donc là c'est juste un outil de décompaction et d'aération du sol, on voit que c'est une personne et plus un moteur qui le fait. Et donc, plus on s'enlève ces étapes-là, et plus on est favorable au développement de la fertilité de notre sol, mais aussi on économise des heures pour avoir d'autres actions sur le jardin. Alors ce que l'on voit ici, c'est le travail de la grelinette, effectivement, qui est un travail d'ameublissement et d'aération en profondeur, oui, qui ameublit le sol. On aperçoit aussi des petits systèmes de motoculture, enfin pour niveler, pour briser, pour préparer le terreau de semences ou de plantation. Et là, vous utilisez des engins rotatifs, mais qui fonctionnent finalement à batterie, qui sont assez malins et assez astucieux. Oui. Alors, malgré tout, on évite le système rotatif dans ce sens-là, hein, qui est le rotoculteur, et qui va créer une espèce de couche de compaction en dessous. Donc, on travaille avec des outils qui sont plutôt dans ce sens de rotation. Donc, il va juste préparer notre lit de semences. Et on va, à part pour la grelinette, où on va travailler jusqu'à 25 cm dans le sol, mais c'est vraiment oxygénation, décompaction. On ne travaille pas au-dessus de 5 cm, on essaie de travailler plutôt à 2 cm. C'est vraiment comment on prépare le lit de semences. Mais il y a effectivement plein d'outils légèrement mécanisés. Donc l'outil qu'on voit en bas, le microculteur, c'est un outil de préparation de sol, mais tracté par une visseuse perceuse. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire qu'en fait c'est une visseuse perceuse dont le principe de mise en route et de fonctionnement s'applique sur ce microculteur. Alors, on a travaillé la terre, on a préparé le terrain. On va donc maintenant procéder à l'implantation au champ, c'est-à-dire la mise en culture de ces plates-bandes qui sont prêtes. Il y a deux grands principes. Le premier, c'est la transplantation de plants. Tu vas nous expliquer, Baptiste, transplantation des plants, c'est des plants en motte qui ont été cultivés au préalablement et qui sont plantés sur les plates-bandes. Et puis, il y a un deuxième procédé qu'on verra tout à l'heure, c'est le semis, mais on va déjà démarrer par la transplantation. Donc là, vous démarrez avec paillage, mais reprenons les plants sont produits à la ferme ou à l'extérieur ? Alors, les plants peuvent être produits à la ferme ou pas. Plusieurs maraîchères et maraîchers préfèrent le sous-traiter parce que ça demande beaucoup de travail. Nous, on préfère le faire à la ferme parce que ça nous donne une latitude dans notre organisation. Il faut savoir que c'est 80% de notre production. Et pourquoi on repique ? Ça va avec la planification dont je vous parlais. Quand on va commencer à récolter des carottes et à vider la planche des carottes, la culture qui va succéder est déjà partie en pépinière. Et un petit plant de légumes a un temps en pépinière
d'à peu près 30 jours. Donc, il y en a qui restent plus longtemps, comme la tomate. Mais je vous disais qu'on faisait 3 à 4 successions par an sur une planche. Ça veut dire que par planche de culture, on va pouvoir économiser 90 jours. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre d'être très performants et proposer des rendements au-delà d'une agriculture qui va être mécanisée. C'est une vraie orchestration. Donc on a des petits rouleaux marqueurs qui vont nous permettre de proposer différentes distances, donc comme des 2 rangs de légumes sur le chou. Mais on peut aussi faire jusqu'à 8 rangs de petits légumes si on parle de mâche. Et l'idée de faire ce travail manuellement, c'est qu'on peut vraiment densifier au maximum les cultures. Alors ça a plusieurs intérêts de densifier les cultures. L'intérêt numéro 1, c'est que cette petite plantule qu'on a élevée en pépinière, bon, on lui a garanti comme un enfant un début de vie dans un climat assez protégé. Donc il a une croissance qui le rend assez fort, prêt à aller dans son environnement final. Mais elle aura 30 jours d'avance sur les adventices. Donc elle va prendre de la place assez rapidement, ce qui nous permet de réduire notre travail de désherbage. Et comme on a densifié beaucoup les cultures, très rapidement nos planches sont formées par une canopée. Donc les systèmes de feuillage, le système foliaire va se rejoindre et permet d'avoir moins d'évaporation du sol et donc une irrigation qui est beaucoup plus maîtrisée. Alors sur la photo, on voit du paillage malgré tout. Tu parlais tout à l'heure de cette plantation très dense avec cette canopée qui occupe très vite le terrain pour empêcher les adventices. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est les mauvaises herbes. Mais on considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaises herbes. Toutes les herbes sont bonnes. Elles sont à la mauvaise place. Et donc, on voit quand même un paillage. Il y a parfois quand même l'usage de paillage en surface pour éviter justement le désherbage. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Le paillage, il est là parce qu'en fait, c'est notre mesclin. Et comme notre mesclin est vendu, on va dire prêt à l'emploi, c'est-à-dire que lavé et prêt à manger pour les consommateurs, on veut éviter qu'il y ait plein de petites particules de terre. Donc effectivement, on va mettre cette bâche pour garantir une culture qui va être, j'ai envie de dire, propre. On a plusieurs techniques, c'est soit aller directement planter dans le sol, ce qui est la majorité du temps le cas. Mais on travaille aussi avec des couvertures de géochanvre, donc qui là va se décomposer, qui va permettre effectivement de ne pas être enherbé par les adventistes, donc de moins agir, et qui est un amendement très carboné, donc qui va favoriser en même temps le développement de la fertilité de notre sol. Alors là, 80% des plants produits par la ferme sont effectivement transplantés, installés au plan. Et puis, comme le disait Baptiste tout à l'heure, eh bien, il y a 20% qui restent. Ces 20%, ce sont des légumes qui sont semés directement sur place parce qu'ils ne supportent pas la transplantation. Ils ont une croissance qui perturberait, enfin, ce principe les perturberait. Et donc, le semis sur place, de précision, nécessite aussi l'usage d'outils, comme on le voit, il y a toute une panoplie d'outils qui vous aident à procéder à ce semis. Alors, le semis direct, il est effectivement très important parce qu'il y a certaines graines dont le radis, on ne saurait pas le faire en transplant. Néanmoins, il nous demande d'avoir un lit de semences, une préparation de sol qui est vraiment très minutieuse, un peu plus de travail mécanique, mais qui est très performant. Sur un petit jardin comme il y avait à Chambord, donc de quelques mètres carrés, c'était 25 000 graines de carottes qui étaient semées en moins de 5 minutes. Voilà. Donc c'est assez performant. Néanmoins, c'est des cultures qui s'enherbent plus vite parce qu'on part de cette petite graine au sol. Donc elle est dans le même cycle de pousse que les herbes qu'on ne veut pas nous récolter. Donc voilà. C'est pas le conservateur, c'est le directeur des jardins. Voilà. Alors quelques modèles de semoirs. On a des semoirs à pousser, il y a des semoirs multiples. C'est le Jean-Martin Fortier pousse à un semoir, le Coleman, je crois que c'est ça. Donc ça va permettre de semer quel type de légumes et à quelle densité?
On parle de quelques centimètres, hein, ça peut aller de moins d'un centimètre jusqu'à 5-6 centimètres. Mais ces semoirs sont équipés et nous permettent d'aller faire jusqu'à 12 rangs de légumes sur une planche de 80 cm. Et ça aussi, c'est important, c'est que l'agriculture, même biologique, mécanisée, quand ils sortent le semoir, ils peuvent rarement faire plus de 3 à 4 rangs de légumes sur les planches, sur l'équivalent de nos planches, donc 80 cm, quand nous, on va faire 12 rangées. Et c'est extrêmement précis. On voit Jean-Martin, effectivement, faire un semis. Donc là, il va semer peut-être 12 rangs de radis en l'espace de quelques minutes. Moins de 5 minutes, il est capable de semer, je vous dis, plus de 25 000 graines de radis ou de carottes. Donc c'est extrêmement performant, extrêmement précis. Alors voilà, on a vu plantation, semis, donc les cultures sont en route. Là, il y a le travail du maraîcher, effectivement, qui va procéder à l'entretien des cultures. Et parmi ces entretiens, eh bien, il y a le sarclage. Alors le sarclage, pour les jardiniers, c'est un peu souvent source de peine, hein, c'est assez un peu ingrat comme tâche, mais le sarclage est extrêmement important pour Jean-Martin Fortier, parce que c'est ce qui va permettre de décompacter le sol, de déloger, de déranger toutes ces adventices. Et puis il y a d'autres avantages, et là aussi vous avez toute une panoplie d'outils qui vous permettent d'intervenir sur certains types de cultures. Mais quels sont les avantages du sarclage ? Alors, les avantages du sarclage, ils ne sont pas de désherber. C'est plutôt d'aller casser ce qu'on appelle les petites croûtes de battance. Donc, à force de l'eau ou de l'assèchement avec le soleil, il y a des petites pellicules qui se forment, une petite croûte qui se forme en haut, en superficie, et qui empêche correctement l'infiltration de l'eau. Donc, nous, tous les 15 jours, on vient avec ces outils juste pour casser cette petite croûte, permet l'oxygénation et une irrigation performante. Mais il y a souvent une devise chez les maraîchers, c'est qu'il faut désherber quand vous ne voyez pas les mauvaises herbes. Et donc, c'est ce qu'on fait. À force de développer ces techniques, Jean-Martin a réussi à rendre le désherbage plus comme une tâche ingrate, mais plutôt méditatif et agréable. Et souvent, comme c'est aussi très dense, on va faire un désherbage, voire 2 désherbages, le temps que la culture s'implante. Mais il n'y a plus de désherbage manuel où on va désherber des heures et des heures les carottes. Ça ne se fait plus parce que c'est extrêmement maîtrisé. Et comment on est arrivé à ça ? Il y a beaucoup d'équipementiers qui ont travaillé sur la fabrication d'outils, notamment avec Elliott Coleman, dont tu parlais, Pierre, tout à l'heure, un des fondateurs de cette agriculture, mais aussi Jean-Martin. Et donc, ils ont développé des outils qui sont adaptés à notre standard de planche. Toutes notre planche font 80 cm. Donc, tous nos outils, que ce soit les semoirs, les hersetriers manuels, les outils de sarclage, sont tous adaptés à nos planches de culture et à nos densités de légumes. Ça veut donc dire que concrètement, un seul passage suffit pour travailler la planche, alors qu'avec la binette, on est obligé de passer beaucoup plus de temps, hein, et de perdre forcément plus de temps. C'est surtout l'association entre les bons outils et les bons espaces de plantation. Alors en matière d'ergonomie, là aussi, puisqu'on parle des outils, Jean-Martin Fortier a le souci du confort, hein, quelque part, de la tenue, de l'ergonomie. Là aussi, vous conseillez d'avoir plutôt des manches longs, de manière à être bien droit, ou une position ergonomique et confortable. Il y a cette approche aussi qui est importante pour Jean-Martin Fortier. Oui, alors ça, c'est peut-être la seule chose que je vais contredire sur Jean-Martin, c'est que lui, il est grand et moi, je suis petit. Donc, effectivement, il faut avoir des manches qui vont permettre de rester sur un travail où on va être droit. On voit bien les 4 personnes, ou Thomas, un de mes anciens collaborateurs à Chambord. On veut un travail ergonomique. Il n'est plus question de désherber à genoux pendant des heures, mais c'est des outils qui vont nous permettre d'être performants, c'est-à-dire de pouvoir marcher à bon rythme en désherbant et de ne pas avoir le dos courbé. On a quand même un métier qui est physique et donc on doit se préserver. Très bien. Alors les outils de sarclage, c'est toutes ces panoplies de petites étapes et d'opérations qui vont permettre aux maraîchers d'accompagner sa culture. Alors il y a un point aussi qui est assez important, c'est les parasites, les maladies, les ravageurs.
Là, ici, on s'interdit aussi, j'imagine, des produits chimiques terminés. On est dans de la culture biologique. Comment est-ce que vous prévenez justement les différentes mouches de carottes, les altises, tout ce qui pourrait s'attaquer aux légumes? Déjà, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est de créer un écosystème. Donc des haies brise-vent ou des haies de biodiversité. C'est d'avoir les prédateurs de nos ravageurs au jardin. Donc ils font déjà un premier travail. Après, ça ne suffit pas. Et nous, on aime parler de lutte biologique intégrée. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des produits, on va mettre beaucoup de voilage, notamment pour se protéger contre les mouches ou les vols d'insectes. Nos cultures sont protégées dans ce sens-là. Et puis dans les cultures sous serre, on pratique ce qu'on appelle la PBI, la protection biologique intégrée, et on va faire rentrer des cirfes, des coccinelles pour réguler le développement des pucerons. Mais on ne veut pas utiliser les traitements phytopharmaceutiques qui sont utilisés en bio. Ça peut arriver. Et je crois qu'on a dû le faire 4 ou 6 fois à Chambord, et on va se l'autoriser que si on est en risque de perte de culture et qui pourrait endommager notre modèle financier. On doit quand même payer les salaires et les charges. Donc, il faut quand même avoir cette petite pharmacie en sécurité, mais on n'est plus du tout dans cette vision d'agriculture biologique où on va traiter toutes les semaines. Alors c'est beaucoup d'observations. C'est être informé sur les bulletins des chambres d'agriculture ou des groupements d'agriculteurs qui vont nous prévenir quand c'est que la mouche de la carotte va arriver ou la teigne du poireau. Et il nous suffit d'utiliser ces voiles-là. Et puis il faut aussi accepter qu'une partie de notre production va être partagée avec des rongeurs. À Chambord, c'est arrivé, il y a des petits marcassins, des petits sangliers qui sont rentrés sur la parcelle. Voilà, on est dans un environnement naturel, il faut aussi accepter de partager un pourcentage avec les oiseaux et les autres animaux qui sont avec nous. Alors justement, on parlait tout à l'heure des insectes auxiliaires, des prédateurs. C'est des insectes auxiliaires qui vont aider le jardinier à lutter contre les parasites et maladies. D'où l'intérêt, comme on l'a vu tout à l'heure sur le plan d'aménagement, le design permaculturel, d'avoir ces haies naturelles, le bassin, son biotope, d'avoir, on les aperçoit ici, ces grands tuteurs qui en fait accompagnent un peu le principe de l'agroforesterie. Alors, on retrouve quoi sur ces haies et elles servent à quoi comme abri insectes, à oiseaux? Elles servent à ce qu'on appelle offrir le gîte et le couvert aux oiseaux qui vont se nourrir des pucerons dans le jardin. Et puis, toutes ces buttes d'arbres, on met de la pervenche adulière. Donc, il y a des miellats, donc c'est très bon pour les pollinisateurs. Ils vont avoir à se nourrir, donc ils vont être dans notre jardin. Et c'est des habitats pour les cirfes et les coccinelles. Donc, on veut créer ce qu'on appelle, nous, des niches écologiques, c'est-à-dire des habitats pour la biodiversité. Et malgré tout, ça ne suffit pas. Puis après, il y a la technicité de l'agriculteur. Voilà, de sa façon d'arroser. On sait que si on arrose trop et trop fréquemment, on risque d'avoir des maladies fongiques. L'année dernière, on a été gâtés avec nos tomates. Mais voilà, on a les techniques pour arroser plutôt le matin, que le feuillage sèche, privilégier des arrosages qui vont être longs et profonds pour éviter d'arroser régulièrement ces feuillages. Voilà, il y a aussi la technicité intrinsèque du métier qui nous permet de réguler ces maladies. Alors justement, tu parlais, Baptiste, des tomates l'année dernière à Chambord. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que chez vous, les tomates l'année dernière, ça a dû être compliqué. Peut-être pas beaucoup de récoltes, pas beaucoup de conserves à faire. À Chambord, comment ça s'est passé? On a serré les dents. Donc non, ça a été, je crois, la seule année où on nous demande toujours des tomates, mais là, personne n'avait de tomates, donc ça s'est régulé naturellement du côté du consommateur. Nous, on a fait quand même le choix d'avoir peut-être 60-70% de variétés anciennes, mais de garder des variétés qui soient hybrides F1. Et on a bien fait parce que voilà, tout le reste a été rapidement décimé par le mildiou.
Et sans ça, on n'aurait pas eu de tomates l'année dernière. Donc il y a des résistances, il y a des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Puis après, c'est beaucoup d'interventions aussi. C'est-à-dire que chaque semaine, on va aller enlever de la feuille malade. On a un côté qui est plus interventionniste, mais qui nous permet d'avoir malgré tout des tomates. On a perdu, je crois qu'on faisait à peu près 1 tonne par semaine en 2020 et on n'a jamais dû dépasser les 400 kilos l'année dernière. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de la pharmacopée, c'est-à-dire la petite pharmacie que vous vous autorisiez quand vraiment c'était devenu un peu critique. Quelles sont les matières actives que vous vous autorisez justement dans cette pharmacopée ? Je ne suis pas un grand spécialiste. Est-ce que c'est des purins d'ortie ou est-ce que c'est des choses comme ça, des huiles essentielles ? Non, on travaille en préventif avec la phytothérapie, donc avec des extraits fermentés de consoude, de luzerne, de sarriette, de menthe poivrée. Là, je parle vraiment des produits phytopharmaceutiques qui sont des produits de synthèse des produits chimiques qui sont autorisés en bio, qu'on s'autorise malgré tout d'utiliser en cas de perte de culture. Donc on a effectivement vu toutes ces chronologies de culture jusqu'à la protection contre les parasites et les maladies, puis il va arriver le bon moment pour le maraîcher, c'est le moment de récolter, c'est le fruit de ces mois de travail, récolte des légumes, le lavage, le conditionnement, et donc ça c'est effectivement quelque chose que vous faites régulièrement à Chambord, puisque comme tu le disais tout à l'heure, il y a cet enchaînement, cet échelonnage et cet enchaînement régulier de récolte, et puis la plantation tout de suite après. Comment est-ce que vous procédez sur les récoltes ? Alors, les récoltes, c'est 2 fois par semaine. On ne pourrait pas faire plus, parce qu'après, on ne serait plus dans les champs. Mais il faut savoir qu'en haute saison, la récolte va nous prendre 60% de notre temps. Et donc, on va recevoir jusqu'à 6 heures du matin le jour de la récolte, qui sont les lundis, jeudis, les commandes de nos abonnés particuliers, de nos restaurateurs, de nos magasins. On va consolider, donc il faut voir que ça peut représenter des récoltes à 5 ou 6 000 euros la journée, à 9 personnes. Donc c'est très performant. On va aller en début de journée récolter toutes les salades ou ce qu'on appelle nous les verdurettes sur les légumes où il y a du feuillage parce qu'on veut qu'ils ne soient pas au chaud. Et ils vont rentrer dans une station de lavage où on va les mettre tous dans des bains glacés. Alors on les nettoie, mais aussi on veut bloquer la chlorophylle, on veut qu'ils aient un feuillage vert et joli. Et ils vont être conditionnés pour être envoyés dans nos différents canaux de commercialisation. Ils vont passer une nuit en chambre froide, où on appelle ça la chambre fraîche, et dès le lendemain matin, ils sont sur les étals ou chez nos clients. Donc ils ne vont pas être stockés. On récolte que ce qu'on nous a commandé, ce qui nous permet d'avoir des légumes qui sont toujours ultra frais. Et on récolte le maximum de nos légumes avec les bottes pour plusieurs raisons. C'est une façon de montrer à nos clients la fraîcheur maximale de nos légumes, parce qu'une betterave qui va rester en chambre froide, elle n'aura pas de fan. Voilà, donc ça c'est pas. On peut s'assurer que la botte de betterave qui vient de nos jardins n'est pas restée stockée pendant longtemps, elle vient d'être récoltée. Et puis les chefs, les consommateurs adorent ça parce qu'ils peuvent aussi utiliser l'ensemble du légume et valoriser l'ensemble du légume. Voilà, un pesto de fans de carottes, c'est très bon, ou une salade de jeunes pousses de betterave. L'intérêt aussi de cette technique, on ne peut pas très bien voir la taille des carottes comme ça sur une image, mais on récolte les légumes de façon assez petite. On ne parle pas de mini-légumes, mais par exemple sur une betterave, on va avoir plutôt format balle de tennis. Il y a plusieurs intérêts. L'intérêt, on va dire en performance économique, c'est qu'il va rester moins longtemps au champ. Donc plutôt avoir des grosses betteraves, et ben on va faire une botte avec plein de petites betteraves, donc il y aura la même quantité de légumes. Simplement, le temps où la betterave va rester au champ sera beaucoup moins long, donc on devient vraiment économique. On peut faire plus de légumes, et c'est surtout qu'au fur et à mesure qu'un légume reste longtemps au champ, c'est là où il a de plus en plus de chances d'être attaqué par des ravageurs et maladies.
Et plus vite on les sort, plus vite on se garantit d'un état sanitaire qui est bon, qui est correct. Donc c'est aussi comme ça qu'on combat les maladies. Et puis ce fenouil qui va être juteux, croquant, vous ne le retrouverez pas sur un fenouil qui est complètement formé. Donc il y a aussi une concentration des sucres, du goût, qui est pour nous important. Donc finalement, avec ces 3 piliers, on arrive à trouver une performance, une protection, mais aussi une saveur. Et c'est ça qu'apporte la méthode de Jean Martin. Effectivement, hein, c'est une de ses caractéristiques, hein, au label bot, comme on le dit là-haut, c'est de récolter les légumes jeunes, comme tu le disais, parce qu'ils sont plus tendres, et puis c'est parce que ça va libérer la place plus rapidement. Et puis surtout, ça, c'est son principe à lui. Alors, vous mettez tous les légumes essentiellement sont mis en botte avec les fans, puisqu'on comprend bien que les fans, c'est un peu un indicateur de fraîcheur. Donc la fan qui a 24 heures est encore en pleine fraîcheur et donc elle donne une indication sur la qualité et la fraîcheur du légume. Tout ce qui concerne les épinards, les mesclins, là c'est également récolté, c'est conditionné dans quel type de contenant ? Ça va être soit sur des petits sacs en papier craft pour le particulier, ou ça peut partir en caisse de 5 kilos pour le magasin ou restaurateur. On s'adapte vraiment à nos canaux de distribution, c'est propre à chaque ferme. Alors effectivement, une fois que les légumes sont récoltés, ils sont destinés à être vendus, commercialisés. Et ça, c'est la mise sur le marché. Hein, c'est l'objectif du maraîcher. La méthode Fortier, justement, elle est là pour assurer, comme je le disais tout à l'heure, et on l'évoquait, un revenu à l'exploitant. Jean-Martin Fortier cite 150 000 euros sur une surface de 1 hectare. Il faut y arriver. Donc l'objectif, c'est de vendre ces légumes. Et justement, la mise sur le marché, c'est une étape très importante. Alors, il y a à la fois, comme tu le disais, des particuliers, des paniers, des AMAP. Il y a aussi des personnes qui viennent à la ferme. Et puis, comme dit Jean-Martin Fortier, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut se diversifier au cas où il y ait un pépin dans l'un de ces secteurs. Donc, il y a aussi les épiceries, je crois, les restaurateurs, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Oui, on pourrait aller après dans des cantines scolaires, dans des centres de soins. Il n'y a pas trop de limites, on peut agir partout. Mais la mise en marché, elle est très très importante parce que je pense qu'on commence déjà à manger avec les yeux et avoir des légumes qui sont bien présentés donne envie aux consommateurs. C'est un panel de couleurs et c'est là où j'aime pas le mot, mais le marketing, la présentation de sa ferme est très importante et souvent négligée. Et elle va montrer les bienfaits. Alors, ça demande du soin, de l'eau. Et justement, je vous parlais un peu de la gestion des ressources à Chambord. La station de lavage a été équipée de 2 canalisations qui récupèrent l'eau de lavage des légumes, qui part dans un bac de décantation et une station de filtration. Et on vient récupérer l'eau pour aller relaver nos légumes. Voilà. Alors ça, c'est des coûts qui ne sont pas très très chers, parce que finalement, c'est 5 000 euros, mais c'est une ferme Chambord qui peut faire jusqu'à 400 à 500 000 euros de vente de légumes à l'année. Donc c'est peu d'investissement, c'est écologique, et ça nous permet d'avoir ces légumes vraiment bien présentés. Et pour notamment le mesclin ou l'épinard, c'est prêt à l'emploi, c'est-à-dire que le consommateur peut s'en servir immédiatement. Mais c'est quand même assez essentiel, un étal, notamment pour représenter notre agriculture et les bienfaits. C'est joli d'avoir un panel de couleurs et un étal qui est déjà gourmand par les yeux. Alors, pour Jean-Martin Fortier aussi, le fait de faire les marchés, c'est aussi entrer en contact avec sa clientèle. Et il insiste beaucoup là-dessus. Être en contact direct avec les consommateurs, recevoir leurs observations, leurs remarques, avoir aussi la satisfaction de leur faire plaisir, d'avoir des beaux légumes à proposer. Cet aspect humain, cet aspect relationnel est très important dans cette méthode. Il est indispensable. On parle de nourrir une communauté. Je pense que je vais rien apprendre à personne, mais c'est quand même répondre à notre besoin primaire de se nourrir. Et donc le fermier de famille comme Jean-Martin l'appelle, il a un rôle à jouer, c'est dans sa localité, apporter des légumes qui soient bons, mais qui soient bons pour la santé, goûteux. Et on parle de nourrir sa communauté.
Donc pour Jean-Martin, l'échelle, c'est 1 hectare, 200 familles, je crois, hein, autour. C'est le principe de ces petites fermes qui pourraient faire vivre 200 familles autour. Ça répond aux besoins hebdomadaires de 200 familles autour de chez soi. Et l'idée étant d'être en circuit court et vraiment de proximité, ce qu'on appelle une agriculture à échelle humaine, mais une agriculture de proximité. Voilà, c'est-à-dire que malgré qu'on fasse beaucoup de légumes, entre l'épicerie qui est près de chez soi, 1 ou 2 restaurants, ces AMAP, ces marchés, on est capable facilement de distribuer ces légumes à quelques kilomètres de sa ferme. Alors, on a la vente, hein, c'est la mise sur le marché, c'est un peu l'aboutissement. On a encore 2 univers qu'on souhaiterait vous présenter, qui sont très chers à Jean-Martin Fortier. Le premier point, c'est un élément assez important que Jean-Martin évoque. Et ben, celui, c'est parce qu'il est au Canada, les conditions climatiques sont assez difficiles. Et pour un maraîcher, évidemment, la période creuse, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, il va falloir, pendant l'hiver, trouver un moyen de cultiver, de pouvoir récolter des légumes. Et Jean-Martin Fortier, dans d'une de ses principes, c'est justement d'essayer d'étendre sa saison, ou de la prolonger, ou de l'anticiper, alors avec des voiles, avec des serres. Et c'est justement, et ça va répondre à la question de Tom tout à l'heure, et monsieur qui m'interpellait à l'instant, quelles sont justement, et ça c'en est une des différences entre la méthode Fortier appliquée au Québec et la méthode Fortier appliquée en France. C'est la même, sauf que nous, on est avantagés parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis chez Elliott, il neigeait et on allait de serre en serre avec une luge pour aller récolter et des snow boots. Donc voilà, c'était lourd, il fallait ramener ça à la station de lavage. Et quand je suis arrivé aussi à la ferme des 4 temps en avril, elle était encore sous la neige. Et j'étais assez impressionné de savoir la quantité de légumes. Donc, c'était 750 000 $ de légumes qui ont été récoltés et vendus à 10, ce qui représente, je crois, 650, 680 000, si le cours n'a pas changé. Effectivement, ils ont droit de chauffer leur serre, mais ils l'utilisent très peu. Ils mettent les bâtiments hors gel en sécurité et ils arrivent à cultiver toute l'année. Alors, il y a 2 principes fondamentaux. Le premier, en fait, c'est d'amener son légume à maturité avant le 5 novembre, là où on perd ces 10 heures d'ensoleillement par jour. Donc, la croissance du légume va se stopper. Mais beaucoup de légumes, comme le poireau ou les épinards, peuvent être récoltés sous des petits tunnels dentés ou des petits tunnels de chenilles, des petites serres. Voire même l'ail, l'échalote, l'oignon sous un gros paillage et va pouvoir passer l'hiver comme ça. Donc on amène nos légumes à maturité et on va les récupérer au fur et à mesure. Je me rappelle chez Elliott avoir dû attendre 15 heures pour aller récolter du poireau, donc il fallait que le sol dégèle et des fois on n'a pas été au marché parce que le sol dégelait pas. Mais les 3 mois où j'étais chez lui, de janvier à mars, on partait au moins avec plus de 10 légumes, quoi. C'était entre 10 et 13 légumes, donc betteraves, céleri, des épinards, et on partait au marché tous les samedis, donc en hiver. Et donc ces techniques-là de voile, de couverture de serre non chauffée, elles sont d'autant plus faciles à appliquer en France et c'est un vrai revenu supplémentaire parce que on peut quand même baisser notre rythme de travail. Il n'y a plus de désherbage, il n'y a plus d'implantation au champ, il n'y a plus de pépinière, mais on continue à avoir un revenu qui nous permet de garder une trésorerie et de ne pas perdre aussi ses clients pendant l'hiver. Donc il y a une vraie jonction à faire qui n'est pas si compliquée que ça, avec des bonnes conditions de stockage, c'est très intéressant. Et puis la deuxième, il y a l'hiver, mais il y a aussi les primeurs. Comment arriver le premier au marché, c'est des techniques assez similaires de protection contre le froid. Et puis ces petits voiles qu'on voit là, qu'on appelle des voiles de protection thermique, pour pas aller jusqu'à un investissement comme la serre, vont garder la chaleur du sol qui va se restituer pendant la nuit. Et donc créer un microclimat dans ces endroits. On arrive à gagner 3 à 4 degrés par voile. Et en cas de gros gel, ça nous est arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises, en mai, il y avait -7 à Chambord. Les premiers jours de mai, on a réussi à garder tous nos légumes, à les sauver. Donc on arrive à s'implanter très tôt
pour arriver très tôt en saison, mais on est aussi capable de faire la jonction hivernale. Voilà, donc un maraîcher sur petite surface serait très facilement capable en France de ne pas avoir d'interruption de légumes. Alors on va regarder le dernier point, effectivement, qui nous intéresse, et il est extrêmement important pour Jean-Martin Fortier, c'est l'humain. L'humain, tout le projet de ces micro-fermes bio-intensives, vous l'avez compris, ça tourne autour de l'humain, c'est ce que traduit effectivement Baptiste. L'humain, l'exploitant avec le rapport à son environnement, l'exploitant avec ses collègues de travail, l'exploitant avec ses clients, et donc une saine gestion des équipes. D'ailleurs, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, et ce qui m'a interpellé, c'est que ce ne sont pas des jardiniers, des maraîchers, ce sont des équipiers. Il y a une vraie notion d'équipier, il y a tout un état d'esprit. Racontez-nous. Oui, on parle de gestion saine des équipes ou gestion participative. Donc, Jean-Martin a été très, très intéressé par le management positif et comment on impliquait les équipes dans sa saison. La première étape, c'est de préparer sa semaine. Alors, la première étape, c'est la gestion participative. C'est-à-dire qu'on va distribuer des rôles en début de saison. Donc, c'est pas l'organisation pyramidale avec le patron qui va dire à ses équipes comment faire. Chaque personne va avoir une responsabilité. Corentin va avoir la serre, Vanessa va s'occuper de la pépinière, un tel va s'occuper de l'irrigation, une autre personne des récoltes. Et là, on se rapproche aussi de la permaculture humaine. Comment les éléments vont être interconnectés et donc plus efficaces parce qu'ils vont être ensemble. Donc, chacun dans l'équipe a des responsabilités. Et on crée des binômes par responsabilité. Par exemple, la récolte, tu auras un numéro 1, un numéro 2 pour gagner en résilience. C'est-à-dire que si Vanessa, qui est responsable des récoltes, doit partir en vacances ou a un problème de voiture, sa batterie la lâche, il y a toujours un numéro 2 sur sa ferme, ce qui fait qu'il y a toujours une continuité, une résilience. Et ça implique beaucoup les équipes. Donc c'est une organisation assez difficile à mettre en place. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions, de réglages, parce que dans les équipes, il y a des personnes qui sont très expansives, d'autres moins. Il faut que tout le monde trouve sa place. Donc c'est souvent un processus qui va être long d'1 ou 2 mois. Mais voilà, ça c'est vraiment la base de notre organisation, la gestion participative. Le deuxième, c'est de faire notre plan, ce qu'on appelle nous le plan de match, donc le plan de la semaine en équipe. Donc chaque fin de semaine, on va se retrouver sur un tableau blanc sur lequel il y a un semainier où on va organiser les actions de la semaine suivante, les priorités. Et chaque responsable de son activité va aller écrire sur le tableau ce qu'il y a à faire. Et puis on finit après cette organisation commune pour préparer la semaine suivante par un jeu de communication non violente, d'intelligence collective, je ne sais pas comment on l'appelle, qui s'appelle Rose Épine Bourgeon. Donc c'est à un moment donné où on va prendre le temps entre collaborateurs de faire autre chose que de parler boulot. Et donc c'est un moment d'écoute. Voilà. Donc la rose, c'est un moment qui s'est bien passé dans votre semaine. Donc c'est la première fois que j'ai utilisé le semoir de précision, je suis trop content. Ou alors, je sais pas, on a fait un repas, c'était super bon. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vous anime, qu'il soit professionnel ou non professionnel. L'épine, c'est quelque chose qui vous a déplu dans la semaine. Donc ça fait 3 fois que je pars au marché. Il n'y a jamais les clés du camion. Je suis obligé de chercher partout. Il est 5 heures du matin dans le noir. Mais l'épine doit finir par un élément positif. C'est-à-dire que je vous ai mis un panneau ici. Attention, les clés doivent être déposées là. Donc c'est aussi comme ça qu'on désamorce des situations qui peuvent poser problème dans un collectif. Et puis le bourgeon, c'est quelque chose qui va donner une dynamique positive dans le futur. Par exemple, j'ai le mariage de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie qui arrive dans 3 mois. Voilà, il faut choisir la robe, il faut choisir le costume, la cravate. On va faire des préparatifs. On sait que ça vous anime. Et donc on s'écoute dans ce rose épine bourgeon. Et puis on célèbre ensemble notre semaine, on se félicite avec un jus ou des fois avec une petite bière. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est organiser, s'écouter et célébrer ensemble. Ça n'enlève pas les problèmes organisationnels, mais ça désamorce un grand nombre de problèmes. Et puis tous les matins et tous les après-midi, on se retrouve au tableau blanc pour 5 minutes
Et comme on change toujours de chef de chantier, parce que celui qui est responsable de la serre, c'est lui qui va manager le lundi. Celui qui est responsable des récoltes, il va manager un autre jour. Donc on change toujours en fait de manager, et donc on va se retrouver au tableau pour savoir comment va se passer cette journée. Et puis on a le dernier élément, c'est la météo intérieure. Le matin, on va prendre 5 minutes avant de partir à fond au champ pour, par un mot, une phrase, savoir dans quel état d'esprit sont les équipes. Et donc, ça nous permet de savoir qu'un tel ou une telle peut être malade, ou a mal au dos, ou a des problèmes, je ne sais pas, familiales. Et donc, une personne qui a un peu mal au dos, on ne va pas lui demander d'aller pelleter du compost. On va s'arranger pour la préserver. Et la personne qui arrive en pleine forme, c'est peut-être lui qui va le faire. Donc, on fait vraiment attention à comment se sentent les personnes au sein de l'équipe. Voilà, vous l'avez compris, c'est une agriculture de bienveillance, bienveillance avec l'environnement, bienveillance entre les salariés entre eux, et puis bienveillance aussi vis-à-vis des clients, des consommateurs. Voilà, on arrive au terme de cette intervention. Alors pour la prolonger, je vous propose 2 choses, d'accord, pour découvrir et se documenter sur la méthode Jean-Martin Fortier, www.jardiniermaraîcher.com. Il y a le livre de Jean-Martin Fortier que l'on trouve malheureusement plus ici. Il a été dévalisé durant ce week-end, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Et puis, je vous rappelle le Rustica Pratique, qui est en vente là encore ici sur le stand Rustica, et qui relate un petit peu tout ce qu'on a vu avec Baptiste. Et puis, Baptiste l'a cité tout à l'heure. Il y a un projet aujourd'hui qui prend le relais de Chambord, en tout cas pour Baptiste, puisque Baptiste, pendant 3 ans, a été jardinier en chef au potager de Chambord. Il a quitté le potager de Chambord à l'automne dernier. Et là, maintenant, il pilote une ferme du Perche, qui est également une ferme dont les techniques ont été initiées et s'inspirent de la méthode Fortier. Et donc, Baptiste va apporter toute son expertise à cette ferme du Perche. Il y a un site internet, il y a toute une équipe, on voit là, c'est l'équipe de cette année. Vue aérienne, c'est un lieu que je vous invite à découvrir déjà sur Internet, parce que je crois que vous n'êtes pas ouvert au public. On ne peut pas venir vous visiter, on ne va pas vous déranger pendant que vous travaillez. Mais on peut vous retrouver au marché de Mortagne-au-Perche, entre autres, je crois, le samedi ou le dimanche. Voilà, et donc ça, c'est le projet le nouveau projet de Baptiste. Voilà, avant peut-être d'autres aventures avec Jean-Martin Fortier. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.